Donc, Denis Desagne, donc moi je suis professeur à l'INSPE d'Aquitaine, qui est rattaché, intégré à l'Université de Bordeaux, et je suis formateur sur le site départemental de l'INSPE dans le Lot-et-Garonne à Agen. Et par ailleurs, je suis responsable d'un master en ingénierie de formation au développement durable. Et mon intervention, elle s'articule en fait autour de ces deux dimensions de mon activité, à la fois la formation des enseignants et aussi l'ingénierie de formation à destination d'autres types de publics. Donc, moi, mon interrogation, elle porte finalement sur la maison qui m'abrite, c'est-à-dire l'INSPE, en fait, la composante INSPE, donc les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, qui ont été créés récemment, qui ont succédé aux SP, qui eux-mêmes ont succédé aux IUFM, qui eux-mêmes ont succédé aux écoles normales, pour faire court dans l'historique. Ces instituts nationaux supérieurs du professorat de l'éducation, leur mission, c'est de former les enseignants premier degré, second degré, dans le cadre national. Ils ont aussi une mission de formation pour les enseignants du supérieur, qui objectivement est assez peu activée jusqu'à présent. Il a été possible, avec la mise en place du master des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, d'investir un nouvel espace finalement de formation dans la mention que nous on appelle pratique ingénierie de la formation, qui a conduit les SP puis les INSPE à proposer des offres de formation orientées ingénierie de formation. Et donc nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a proposé une offre axée sur l'éducation et la formation au développement durable. La deuxième chose, c'est que ces INSPE ont aussi comme mission de proposer une offre de formation continue et continuée, donc aux enseignants sur le terrain, premier et second degré. Mais ce n'est pas exclusif, cette mission, c'est une mission plus générale de formation tout au long de la vie. Alors effectivement, pour l'instant, elle est plutôt interrogée et mobilisée autour de la formation continue des enseignants, premier et second degré, mais rien n'empêche de l'activer pour d'autres types de publics. C'est ce que je vais essayer de montrer tout au long de cette petite présentation. Donc voilà, moi, l'idée principale, c'était de m'interroger au regard de ma pratique de terrain, de mon expérience, pour savoir finalement est-ce que ces INSPE peuvent jouer un rôle de catalyseur, d'accélérateur du changement autour de la formation et l'éducation par une approche compétence aux objectifs de développement durable dans les territoires. Voilà. Alors, tu peux passer sur la diapo suivante, s'il te plaît, Didier. Donc, moi, j'ai construit mon intervention de manière assez simple. J'ai essayé de voir quels étaient objectivement les atouts qui existaient au sein des instituts, quelles étaient potentiellement les opportunités qui existaient, qui se présentaient sur les territoires d'implantation des INSPE. Puis ensuite, j'ai essayé de pointer quels étaient les freins et quels étaient également les risques qui pouvaient exister sur sur ce potentiel en fait d'accompagnement du changement sur les territoires autour des objectifs de développement durable. Bon, déjà le premier atout en fait qui est associé aux INSPE, c'est le maillage. Donc on est sur un webinaire territoire. Bon, qui dit territoire dit maillage du territoire par des systèmes de réseau, des réseaux d'acteurs, acteurs individuels, acteurs collectifs, toute une série en fait de réseaux. Particularité des INSPE, pour rebondir sur les éléments de mon introduction, on est en fait, ces instituts, c'est le fruit d'un héritage qui remonte en fait à l'implantation des écoles normales sous la Troisième République et qui fait que il y a des INSPE dans quasi tous les départements. Alors je dis bien quasi puisqu'il y a certains départements qui se sont sabordés et suicidés eux-mêmes en abandonnant des sites départementaux d'INSPE. Je regarde Didier parce que je pense que du côté du Cantal, c'est des choix qui ont été opérés. Donc, on a un maillage qui existe. Donc, on a potentiellement en fait des points qui sont des points structurants à l'échelle de tout le territoire national. Et ils existent aussi, ces instituts hors métropole, dans les départements et régions d'outre-mer. Donc, déjà, il y a cet élément qui est super important. Deuxième élément qui est très important, évidemment, l'éducation au développement durable, figurez-vous qu'elle figure dans les programmes de l'éducation nationale depuis très longtemps, avec différentes appellations, différentes dénominations, depuis l'éducation relative à l'environnement, à l'éducation à l'environnement au développement durable, jusqu'à aujourd'hui l'éducation aux ODD, puisque c'est quand même la tendance actuelle, d'essayer de coller en fait à cette nouvelle dimension de portage politique du développement durable par les Nations Unies et par l'adhésion des États qui ont souhaité suivre cette orientation. Donc, on a en fait
concrètement, on a des gens qui ont des compétences. Voilà, on a en fait un capital humain qui est performant et compétent autour des approches de développement durable à l'intérieur de ces instituts. Alors, ce capital humain, son autre particularité, c'est qu'il a en fait différentes fonctions, différents statuts au sein des INSPE. Donc, on a des gens qui sont des enseignants-chercheurs, on a des gens qui sont des enseignants de statut second degré, on a des gens qui sont des gens de statut premier degré, des professeurs des écoles, maîtres formateurs, pour l'acronyme PVMF que vous voyez en fait sur la diapo, des conseillers pédagogiques de circonscription pour le premier degré, les conseillers pédagogiques départementaux en fait pour les départements et aussi pour le premier degré, et on a même des référents académiques avec des missions départementales. Donc on a un ancrage territorial, on a des lieux, on a un potentiel humain qui existe avec des compétences multiples et variées, qui permettent potentiellement aussi de couvrir le continuum de formation premier, second degré et une partie de l'offre de formation du supérieur. Donc on a objectivement déjà des atouts importants. Ensuite, les autres acteurs qui existent à l'échelle de ces territoires, donc voilà, dans le périmètre, on va dire, départementaux, c'est tous les acteurs de l'éducation non formelle, notamment tous les réseaux d'éducation populaire, qui eux aussi historiquement ont des savoir-faire sur les problématiques d'éducation de l'environnement et au développement durable, avec d'autres dispositifs et d'autres pratiques pédagogiques, mais très complémentaires de ce qui peut exister par ailleurs dans un cadre plus académique porté par les INSPE. Donc l'éducation populaire, les associations qui s'intéressent aux questions d'éducation à l'environnement. Et depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, on a vu émerger, alors souvent encouragés, financés par des programmes nationaux pilotés par des organisations ou des organismes type ADEME, de la médiation spécifique sur des problématiques de développement durable très spécifiques. Je pense notamment aux médiateurs sur le compostage, le tri sélectif, médiateurs qui ont été recrutés par les collectivités territoriales pour assurer de la médiation, notamment à destination du jeune public, sur le temps scolaire ou sur le temps ou hors temps scolaire. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui ont des compétences spécifiques de développement durable et des compétences d'éducation ou de formation au développement durable. Donc ça, c'est le premier atout. Deuxième atout, on a des dispositifs spécifiques qui existent sur les territoires. Alors, soit des dispositifs qui vont être portés par les collectivités territoriales elles-mêmes. Alors, ça existe partout, indépendamment en fait de la composition sociologique des territoires. Ça existe aussi bien dans les espaces qu'on pourrait qualifier de ruraux que dans des espaces urbains, même si, objectivement, on a quand même une densité de dispositifs qui va être plus importante sur les territoires à dimension urbaine. Il y a quand même des choses qui existent dans les départements et dans les territoires plus ruraux. Par exemple, pour mon territoire, on va dire, de travail, il y a des choses qui existent sur Bordeaux avec un dispositif particulier qui s'appelle les Juniors du développement durable, qui est porté par la communauté urbaine de Bordeaux et qui vise finalement à permettre la facilité de la médiation scientifique en mobilisant des acteurs plutôt d'éducation populaire en direction des écoles, c'est-à-dire cycle 1, cycle 2, cycle 3, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la fin de l'école élémentaire. Dans le département de Lot-et-Garonne, il y a un dispositif particulier qui s'appelle la convention éducative, qui lui cible plutôt en fait le public des collèges et qui organise sur des entrées thématiques une déclinaison et une mise à disposition également de ressources territoriales en relation avec les thématiques de l'éducation et développement durable. Donc, il existe beaucoup de choses en termes de dispositifs. Il existe également des dispositifs nationaux qui se déploient en fait à ces échelles territoriales. Je pense notamment au dispositif qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans du train du climat, donc qui s'arrêtait de gare en gare et qui faisait en fait de la médiation scientifique sur la question de l'adaptation au changement climatique, grand public, mais aussi avec des animations spécifiques pour le public scolaire. On a également des structures qui peuvent être des structures dédiées, donc construites et pensées en fait sur des objets alors de culture scientifique ou des objets aujourd'hui de plus en plus développement durable. Donc, grosse structure Cap Science qui existe chez nous à Bordeaux. Donc, c'est une grosse structure de médiation de culture scientifique et technologique. Et puis, des structures plus spécifiques, portées, par exemple, ici, en l'occurrence, Jean Garonne, c'est plutôt porté par une communauté de communes donc à Marmande,
sur le nord du département de Lot-et-Garonne, et qui est porté, qui a un statut d'établissement public intercommunal et qui est plutôt piloté par l'Office de tourisme, sur les problématiques de la vie en fait, à proximité du fleuve et de la gestion du risque par les populations qui vivent en bord de Garonne. D'autres dispositifs peuvent être portés par des institutions en fait, auxquelles on est rattaché, avec lesquelles on travaille. Donc, le fameux label E3D, qui est le label Éducation nationale, qui vise à certifier des engagements à l'échelle des établissements scolaires, plutôt collèges et lycées, autour du développement durable. Donc, aujourd'hui, on assiste dans la région Aquitaine, l'Académie de Bordeaux, à une intensification du dispositif de labellisation. Ce qui traduit aussi une forme de volonté politique institutionnelle d'encourager en fait ce type de dispositif à l'échelle des établissements scolaires. Le dispositif des éco-délégués qui commence en fait également. Alors les éco-délégués, c'est donc l'élection à l'échelle de collèges et de lycées, c'est également possible à l'échelle d'écoles primaires sur le niveau élémentaire, mais ça existe davantage au collège et en lycée, donc de représentants, donc un statut de délégué classique, avec une coloration écologique affichée. Donc là, c'est en cours de déploiement sur les territoires à l'échelle des établissements. Plus des dispositifs qui sont des dispositifs cadres qui arrivent tous les ans à l'occasion de la rentrée scolaire, qui sont les circulaires de rentrée, avec depuis, on va dire, 3 ans, les circulaires de rentrée de septembre qui interrogent la dimension territorialisation du développement durable de manière de plus en plus significative autour de, par exemple, la création de jardins ou de potagers à l'échelle des écoles. Donc, c'est le territoire en fait, de vie, le territoire d'activité de l'élève qui ici est convoqué, c'est-à-dire l'école ou le collège, et la circulaire de rentrée de septembre 2020 qui introduisait le terme de territoire apprenant, c'est-à-dire en fait, oui, c'est les éco-délégués. Je lis le chat en même temps, les éco-délégués sont à part des délégués, effectivement, c'est d'autres élèves, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc ces circulaires de rentrée, et puis l'autre atout, c'est la surface, alors que j'ai hésité sur le bon terme, mais c'est la surface très large des ODD, parce que 17 ODD, avec toute une série de cibles et d'indicateurs, ça couvre quand même un champ possible qui est énorme, et donc difficile de dire que je ne comprends pas le développement durable, qui peut être un réflexe classique qu'on entend parfois dans la bouche de collègues sur le terrain, autour des ODD, 17 ODD, avec des entrées très grandes, bon, difficile de ne pas y voir un levier potentiel et une opportunité potentielle. L'autre élément, alors cette fois qui est plus sur du registre de l'opportunité ou des opportunités, c'est qu'on observe sur le terrain une forte sollicitation faite de nouveaux acteurs pour coopérer avec les INSPE, donc avec les acteurs institutionnels de l'éducation à l'échelle de territoire. Donc cette proximité en fait territoriale, elle existe en fait, et donc de nouveaux acteurs viennent nous solliciter pour réfléchir à des dispositifs justement de médiation en direction du public scolaire. Donc c'est notamment on va dire, beaucoup d'activités qui gravitent autour de l'économie sociale et solidaire. Sur mon territoire, c'est le cas. Il y a un cluster qui s'appelle Valorisons, qui a été constitué autour de l'économie sociale et solidaire et qui est venu en fait nous solliciter pour réfléchir à des dispositifs de médiation sur les problématiques de l'économie circulaire, de l'écologie territoriale, de l'écologie industrielle. On a aussi de plus en plus, et là c'est plutôt porté par des programmes de développement économique par les régions, on a en France là aussi voilà, une tendance à l'implantation de clusters, et beaucoup de clusters ont des orientations qui sont des orientations développement durable. Alors soit avec des entrées très techno, soit des entrées un peu plus sciences humaines et sociales, ou qui interrogent les questions d'adaptation au changement climatique ou de gestion de la ressource en eau. Donc ces clusters-là, on les a nous à l'échelle départementale, on les a également à l'échelle régionale, et là encore, on est sollicité pour les aider, les accompagner à faire connaître leurs activités en direction en fait, des enseignants, des formateurs et du public scolaire. Il reste 2 minutes. Waouh, super. Ensuite, on est aussi dans une logique qui est une logique très développement durable, en termes de pilotage et de gouvernance, qui est une logique de territorialisation des pratiques. C'est-à-dire, en fait, essayer d'ancrer territorialement ces objets.
essayer d'avoir en fait une approche qui soit une approche beaucoup plus ascendante, beaucoup plus participative, beaucoup plus horizontale sur les territoires, en mobilisant différents types d'acteurs. Et ça peut venir justement compléter des approches qui sont des approches beaucoup plus descendantes, type circulaire du ministère, etc. Donc, ce n'est pas incompatible, au contraire, il faut arriver à trouver le bon niveau et le point de convergence entre ces deux, ce qui peut faire du territoire un laboratoire, un incubateur de l'éducation au développement durable. Alors, je veux bien que tu passes à la diapo suivante, parce que tout n'est pas aussi rose que ça sur les territoires. Il y a quand même des freins. Alors, oui, qui sont... Bon, alors je ne sais pas si c'est moi qui me suis auto-censuré sur les freins et les menaces, peut-être. Je voulais rester sur une tonalité positive. Les freins, c'est que concrètement sur les territoires et sur ces approches éducation-développement durable, et quelle que soit l'entrée, ODD ou EDD de manière générale, on ne peut pas véritablement dire qu'il y a de stratégie multi-acteurs. On n'en est pas là. On peut être même parfois dans la logique INSPE, dans la logique formation des enseignants, premier et second degré, on peut même être sur des logiques de précaré et de tension entre acteurs qui appartiennent à une même institution et qui ont un même public. Donc, on peut avoir ces problématiques à gérer. Ça peut être plus ou moins lourd. On n'a pas non plus, là, on a le niveau de réflexion sur les indicateurs qui permettent de dire qu'une activité pédagogique a une efficacité à l'échelle d'un territoire. Ces indicateurs de résultats, de performance sont assez peu questionnés, voire il n'y en a même pas du tout, la plupart du temps. Et on manque également de dispositifs consolidés sur l'activation du potentiel de ressources pédagogiques. En gros, qu'est-ce que c'est que ce potentiel de ressources pédagogiques? C'est les gens qui sont hors éducation nationale, typiquement un entrepreneur, une entreprise, un entrepreneur en économie sociale et solidaire, qui voudrait en fait parler de son activité à un public scolaire et comment en fait je construis la médiation et le lien pour lui faciliter cette prise de parole et cette intervention. Donc là aussi, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent pour activer ce potentiel de ressources pédagogiques. On est plutôt sur des logiques en fait, où on fonctionne un petit peu en vase clos et on a du mal à faire rentrer dans le cénacle d'autres acteurs, et c'est très vrai pour les acteurs économiques, le monde de l'entreprise, notamment dans le champ éducatif. C'est très, très vrai. Alors, les menaces, ça tombe bien. Donc, les menaces, c'est du coup, comme on n'a pas vraiment de stratégie multi-acteurs à l'échelle d'un territoire, c'est beaucoup d'actions, beaucoup de choses, beaucoup de projets de territoire, ça c'est clair, mais des actions qui sont désordonnées et qui ne font pas, des projets de territoire, ça ne fait pas un territoire-projet, très différent. Donc il y a une forme aussi de dilution de l'efficacité et qui peut conduire à une forme de découragement des acteurs engagés qui ne voient pas véritablement, fondamentalement, les choses changer à cette échelle territoriale. Donc, derrière, sur les diapos suivantes, alors je savais que je n'aurais pas le temps de tout dire, mais sur la diapo suivante, c'est que… Denis, excuse-moi, mais franchement, je t'interromps dans le sens, si tu peux conclure, parce qu'il y en a 3 derrière toi. Oui. Donc, ça fait 3 quarts d'heure et il est déjà moins le quart. Ok. Donc, je conclus donc, en disant qu'en fait, il y a un modèle potentiel, il y a un modèle possible de pilotage qui pourrait placer en fait les INSPE au cœur du dispositif de pilotage. Ce modèle de pilotage, c'est le modèle de l'intelligence territoriale qu'on pourrait appliquer à l'éducation, à la formation, au développement durable sur un territoire. Donc, c'est le modèle sur lequel Didier est passé un peu rapidement. C'est un modèle assez classique d'intelligence territoriale tel qu'il a été posé par Girardot, mais qui était beaucoup basé sur la gestion des bases de données, indexer les territoires sur des thématiques données. Là, c'est beaucoup plus, on va dire, sens humain et social, c'est activer les potentiels d'acteurs sur les territoires. Et ce modèle-là, voilà, il a été testé, expérimenté dans différentes configurations qui figurent sur les diapos suivantes, avec des projets menés par des étudiants sur des territoires, sur des micro-territoires, c'est-à-dire des territoires communautés de communes, rurales ou urbaines, ou en partenariat avec des acteurs économiques comme des clusters. J'ai fini. Super. Bon, bien, c'est des remerciements en général. Il ne semble pas qu'il y ait de questions particulières, mais des merci, des merci. Voilà. Énorme. Tu sais qu'à Bordeaux, justement, c'est un bassin intéressant parce qu'au-delà de tout ce que tu présentes, ils ont posé justement un tiers-lieu qui s'appelle
lieu commun, je crois, et il y a un partenariat justement de l'ESS, la CRES et l'ADEME, justement, peut-être vous travaillez avec au niveau des INSPE de tes étudiants. Et c'est un bassin intéressant puisque écologiquement, politiquement et économique, on voit conjointement les trois pôles travailler ensemble en fait sur ce que en relation avec tout ce que tu dis quoi. Ça bouge énormément sur ton territoire quoi. Si voilà, tu confirmes. Oui, mais ça bouge, mais surtout ce que ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que adossé à ce réseau des INSPE et avec les missions qui sont données aux INSPE, ce potentiel-là, il existe partout en fait sur le territoire. Et la question, c'est comment il s'active et comment il se met en ordre de marche. C'est vraiment ça quoi. Et là, il y a vraiment une conjonction politique, économique, CRES et ADEME voilà. Et sociale. Donc, c'est assez… En fait, on est dans des configurations quelquefois assez différentes aussi. C'est ça qui est intéressant. Et il faudrait voir quels sont les vrais leviers qui fonctionnent de manière un peu comparative, parce que c'est vrai que le concept de tiers-lieu, on le trouve dans plein d'endroits, exprimé de manière très différente. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir un peu un travail comparatif sur ces différentes tiers-lieux. Le tiers-lieu de Clément n'est pas le tiers-lieu de je ne sais pas qui, enfin bon, je veux dire. Donc, ça serait intéressant de faire un travail comparatif. Moi, les tiers-lieux, tous ces nouveaux espaces en fait, qui rassemblent des acteurs ou de nouveaux acteurs, je trouve ça très très intéressant, mais moi je me situe aussi dans une, je sais pas comment dire ça, mais je me situe aussi dans une perspective d'économie de la frugalité, quoi. C'est-à-dire que avant de créer de nouveaux lieux, essayons déjà de voir comment ceux qui existent peuvent être investis de nouvelles fonctions, de nouvelles missions et rayonner sur leur territoire, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire un peu un travail comparatif avec des indicateurs pertinents. Si tu n'as pas d'indicateurs pour comparer, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. L'idée, c'est que ce sont des lieux neutres qui rassemblent, en fait. Non, ce n'est pas des lieux neutres, c'est des lieux… Non, mais sur Nouvelle-Aquitaine, je parle de Nouvelle-Aquitaine et du lieu point commun qui rassemble justement voilà, des corpus recherche, voilà, entreprises, etc. C'est des lieux de convergence, c'est des lieux de convergence. Et après, il faut voir qu'est-ce qui fait levier dans ces lieux de convergence. Moi, je pense que c'est important. Avec quels indicateurs on peut activer vraiment pour un projet de territoire qui arrive à se formuler. C'est ça qui est intéressant. Je veux juste terminer, c'est une petite plaisanterie. Alors, je ne suis pas dans une usine, hein, contrairement à ce que vous pouvez voir derrière moi. Derrière moi, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'industrie et la technologie, c'est une machine de Watt. C'est une machine de Watt en fait, qui se trouve à Fumel, sur le territoire de Lot-et-Garonne. Et c'est une des deux machines de Watt qui potentiellement peut fonctionner et qui se visite. Tu sais que la machine de Watt est un indicateur discuté dans le cadre de la datation de l'Anthropocène. Et ben voilà.